Alors, on va continuer ce soir sur le mouvement dont je parlais la dernière fois, qui peut rendre compte de ce que l'on appelle depuis Freud la pulsion. Mais la pulsion n'est pas l'instinct, évidemment. C'est pas un mouvement comme ça qui est visible. C'est ce mouvement, on peut dire, je crois que c'est le mouvement, disons, du corps où la vie peut se donner, parfois. Et ce qui l'importe à ce moment-là, c'est d'essayer d'en dire un peu quelque chose. Alors, aborder ça à partir de la voix et de l'inconscient, puisque c'est ça notre référence. Par le Lacan, au séminaire RSI notamment, le 4, c'est toute la dimension du signifiant, notamment du signifiant, qui est le signifiant du nom du Père. C'est-à-dire la nomination symbolique. Alors, là j'ai fait un petit détour par les références psychanalytiques, donc par la dimension de l'inconscient. Et alors, justement, qu'est-ce que ça peut produire dans une analyse? Ça peut produire ce que Lacan va appeler un signifiant nouveau, qui nous représente plus particulièrement, qui nous représente beaucoup plus que le patronyme et le prénom qu'on a. Ça, c'est ce qui est attendu d'une psychanalyse. Donc ça a lieu. Voilà. Et ce signifiant nouveau, quand il apparaît, s'il apparaît, au moment où il apparaît, évidemment, il vient, en quelque sorte, comme ce qui sort du trou. C'est-à-dire qu'il y a le fait de tomber dans le trou, et il y a le fait, à partir du trou, d'être cueilli, recueilli, c'est toutes les métaphores, bien sûr, et à partir de là que quelque chose sort en parlant. Vous voyez qu'on est dans une logique qui n'est pas du tout la logique, oui, ce qu'on voit, quoi. Hein? Lacan dit ce qui retient du corps invisiblement. Et il associe, dans le séminaire encore, je crois, du 10 mars 73, je peux vous donner un exemple de ce qu'on peut trouver dans la nature. Ce qui émerveille Spinoza, c'est le fait que sorte d'un point opaque du ventre de l'araignée la toile d'araignée. C'est un travail de texte particulier qui nous fait penser, qui nous permet de nous rendre compte de ce qui peut être, de ce qui peut permettre de dire quelque chose du fait que quelque chose d'insaisissable, puisqu'il nomme le réel, s'accède du symbolique. S'accède du symbolique. C'est important parce que dans la transcription qui était faite par écrit, c'est pas dit comme ça. Alors ça, si on écoute, on va dire, la façon dont Lacan en parle, moi je parle actuellement comme ça, spontanément, c'est ce que je vous dis. Et c'est pas tout à fait pareil. Ça montre bien que ça ne va pas de soi du tout, et qu'il y a tout ce qu'il faut pour nous, habituellement, pour nous le penseur, pas du tout faire le procès de quiconque de ça, simplement pour illustrer là, le fait qu'on n'arrive pas d'être barré par la jouissance phallique, par le sens, par la compréhension, au détriment de cette dimension du 3 qui introduit la jouissance du corps. Alors, est-ce qu'il est possible, à partir de là, de dire quelque chose de la voix? Parce que c'est ça le problème. Et est-ce que ça, c'est quelque chose qui permet, par exemple, non pas de faire une histoire de l'opéra, hein, mais de montrer, dès qu'on prend en compte l'écriture vocale, parce que c'est ça l'opéra, c'est l'écriture vocale, essentiellement. Hein, bien sûr, il y a les décors, enfin, c'est quand même essentiellement la voix. Hein. Est-ce que
c'est quelque chose qui va apparaître. Si on prend l'histoire de l'opéra, bon, ça commence à peu près, si vous voulez vraiment aller assez loin, hein, on dirait la deuxième partie du XVe siècle, hein, c'est du XVIe siècle, vous connaissez, c'est le Tasse, hein, c'est un poète, ça commence comme ça, il parle de la musique. Puis il va être suivi par d'autres poètes, hein, dont je ne sais plus comment il s'appelle, enfin il y a quelqu'un d'autre qui va le suivre un peu. Il s'agit de mettre en musique des vers, d'une certaine façon. Puis alors, va apparaître au début du XVIIe, fin du XVIe, hein, donc c'est effectivement la deuxième partie du XVIe, là, ce dont je vous parle, c'est 1570, 80, par là, va apparaître à Florence, on va dire, le premier salon, ça s'appelle une camerata de, je crois que c'est Baldi, où quelques personnes qui n'ont rien à voir, a priori, avec, évidemment, c'est pas des compositeurs du tout, il y a le père enfin, il y a différentes personnes, il y a des chanteurs, il y a le père de Galilée, il y a enfin, des gens un peu toqués, hein, qui ont l'idée de mettre autrement en valeur la voix. Bon. Et aura lieu va être créé, on va dire, le premier opéra qui a lieu en 1600 à Florence, qui est l'Orphée de Péri. Et puis après, bon, tout ça c'est important parce que ça montre un peu d'où ça vient pas du tout d'un compositeur, le premier opéra, mais le chanteur. Péri, c'est un chanteur. Et puis, très rapidement, évidemment, ça va se développer à partir d'un compositeur, qui est Claudio Monteverdi, qui 7 ans plus tard fait le premier opéra, qui est aussi Orphée. C'est à Mantoue, à la cour de Mantoue, où il a été demandé par le duc de Mantoue, et il fait donc un opéra qui s'appelle aussi Orphée. Alors, bon, ça c'est... Mais Monteverdi, c'est un compositeur, il fait son premier opéra à 40 ans. Hein, 40 ans et quelques, je crois même. C'est un compositeur, les autres, ils n'ont aucune idée de ce que c'est que la... Enfin, ils n'ont pas de pratique ni de connaissance de ce que c'est que véritablement la musique. Là, avec Monteverdi, on arrive dans la dimension de la musique. Puis, très rapidement, vont apparaître, d'une part, déjà, ce qu'on appelle des opéras seria, qui sont chantés par des castrats. Hein. Et là, on peut dire rapidement les choses. C'est Gluck, hein, Orphée, il y a à nouveau un Orphée du Gluck, hein. Entre autres, hein, il n'y a pas que ça, Gluck, évidemment. Hein. Il y a Lully en France, qui en fait Lully, c'est un Florentin qui est devenu français. Et puis, il y en a aussi dans d'autres pays. Mais bon, c'est un gros pour situer les choses. Mais l'opéra seria tel qu'il est défini, il est bien défini, il est rigoureux, il y a un thème qui est toujours mythologique, hein, Orphée par exemple. Hein. C'est quelque chose comme pour l'Orphée de la camerata de Bardi de Florence. Ça fait référence à des personnages mythologiques. Et très rapidement, ce qui va apparaître, hein, c'est que, ça reste assez figé, cette affaire-là. Il y a quelque chose qui se développe du côté de la musique. Hein. Ça reste assez figé. Et alors apparaît un autre type d'opéra qu'on appelle l'opéra bouffa, l'opéra bouffe. Et la différence entre l'opéra seria et l'opéra bouffe, c'est essentiellement que ce qui est traité est différent, c'est-à-dire que dans l'opéra bouffe, on est dans la réalité. C'est des hommes et des femmes qui sont en prise avec des difficultés. Et bon, tout ça, donc, ça nous fait 16e, 17e, hein, 17e. Vous voyez qu'on va rapidement arriver vers 1760, 70, hein,
Gluck, l'Orphée de Gluck, c'est 1762. Hein. Et puis on va arriver à Mozart. Alors, génial, Mozart, lui, il fait des opéras sérieux, des opéras bouffes. Il fait aussi ce qu'on appelle des opéras allemands, qui est encore autre chose. Donc, la flûte enchantée donne une idée. Alors, qu'est-ce qui est en jeu? Je crois que pour avancer véritablement dans cette question-là, et j'en suis d'autant plus interrogé que c'est quelque chose qui m'a touché moi, puisque c'est à partir de Mozart, à partir de Don Giovanni de Mozart, que quelque chose m'a mordu. Il y a effectivement, au moment où Mozart fait, on voyait, ces 3 opéras bouffards particuliers, et ça se passe à partir du moment où il rencontre Da Ponte, c'est-à-dire en 1786, je crois. Oui, 1786. Il voulait faire déjà une sorte de Don Juan avant, mais le livret ne lui convenait pas. Il fallait qu'il trouve un librettiste avec qui ça marche. Même si l'opéra, c'est pas le livret. Il fallait quand même qu'il y ait quelque chose qui fonctionne. Bon. Et vous savez, c'est le trio, on pourrait dire, les Noces de Figaro, 1787, Don Giovanni, l'année suivante, et puis l'année après, Così fan tutte. Alors, je ne dirais pas l'hypothèse, puisque je vous ai dit la dernière fois, je vous ai cité l'hypothèse non fingo, non fingere. Ce qui m'apparaît comme ça, personnellement, ça c'est ma position, bien sûr c'est une position, c'est que le final du Don Giovanni, le cri de Don Juan, puisque normalement il y a eu beaucoup de difficultés, à un certain moment, on a arrêté Don Juan, l'opéra Don Giovanni, le dissoluto punito, là, hein, sur la scène où Don Juan disparaît en criant, disparaît dans le trou, justement. Toute la question, c'est de savoir ce que c'est que ce trou. On pourra en dire un peu quelque chose. Bon. Eh bien, ça s'arrêtait là-dessus. Et puis, Mozart a quand même écrit une scène finale où tout s'arrange d'une certaine façon, hein, entre tout le monde. Bon. Eh bien, ce qui paraît peut-être important, de plus en plus, au niveau des voix, je n'aurai pas le temps d'en parler ce soir, donc la prochaine fois, c'est que l'opéra qui va suivre, qui s'appelle Così fan tutte, elles sont toutes pareilles, hein, c'est ça l'opéra, qui théoriquement essaie de montrer, c'est ça, parce que vous connaissez Mozart, il est très fort, très malin, très doué, très subtil, hein, qui a pour but de montrer un peu l'infidélité des femmes, hein, elles sont toutes pareilles, hein. Évidemment, c'est pas du tout ça qui est en jeu. Il y a dans cet opéra Così fan tutte, et j'irais jusqu'à dire que le cri de Don Juan est le début de l'opéra Così fan tutte, parce que c'est comme ça dans la suite des choses. Et si Don Giovanni n'est pas si tragique que ça, parce que finalement toute la question c'est de savoir comment ça s'entend, le Così fan tutte, par contre, alors que ça semble quelque chose d'assez léger, est particulièrement tragique. Pourquoi? Parce qu'on assiste à un opéra où six pantins, en quelque sorte, montrent comment ils sont agis par le destin. Et autant dans Don Giovanni, Mozart aime les personnages, il est quasiment présent dans tous les personnages, autant dans Così fan tutte, on pourrait dire qu'il reste à distance. Hein, on en parlera de façon un peu plus détaillée. Mais alors, là, par rapport à Don Giovanni, on trouve quand même ça aussi dans Don Giovanni, il y a des arias, mais il y a effectivement, plus particulièrement, des arias tout à fait importants, et apparaît dans Don Giovanni, là, je peux dire là, c'est la première fois dans l'histoire de l'opéra, une certaine répartition selon la tessiture. C'est-à-dire qu'on retrouve dans Così fan tutte une soprano légère, qui est la servante, hein, une soprano dramatique,
qui est Fiordiligi, qui est, on pourrait dire, la soprano qui a le rôle le plus important, avec Dora Bella, qui est sa sœur, qui est elle mezzo, donc des sopranes légers, soprane dramatique, mezzo-soprano, ça c'est du côté des femmes, et du côté des hommes, on va trouver un ténor qui apparaît pour la première fois à l'opéra, qui est ce qu'on appelle le fort ténor, et qui va réapparaître un peu avec Mozart dans Tamino, à certains moments, dans la Flûte enchantée. Deuxièmement, va apparaître un baryton. Le ténor, c'est Fernando, en français c'est Ferrando, je crois en italien. Le baryton, Guglielmo, je crois, c'est comme ça, oui. Et puis une basse qui est Don Alfonso. Et on a là, pour la première fois, avec Mozart, la différenciation. Si vous prenez, par exemple, Orphée, Gluck, qui est 30 ans avant, même pas 30 ans, ça n'a rien à voir avec toute cette et il apparaît, on n'est plus du tout dans l'opéra. Évidemment, Seria, on est dans quelque chose qui agite l'être parlant, déjà dans Don Giovanni, mais là on est encore plus. Hein. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'à ce moment-là, Mozart est complètement délaissé par le public, complètement, il est tout seul, dans ces moments-là. Hein. C'est de 2 ans avant sa mort. Eh bien, ce que je trouve assez étonnant, c'est que c'est après le cri de Don Juan, qui est à la fin du Don Giovanni, que Mozart va trouver le caractère particulier d'une voix, qui s'appelle celle du fort ténor, qui est celle que je découvre en ce qui me concerne, hein, qui est une voix ronde, massive, qu'il faut beaucoup travailler, et qui, on pourrait dire, depuis un certain nombre d'années dans le monde de l'opéra, hein, en général, hein, est en train de disparaître, plus ou moins. Hein, puisque ça nécessite, pour la faire apparaître, cette voix-là, un travail important, au niveau de cette tension dont je parlais tout à l'heure. Eh bien, et je vais m'arrêter là-dessus, quel rapport, si je pose la question, c'est que je pense qu'il y en a un, je ne sais pas comment, quel rapport y a-t-il entre l'intérêt de cette voix de fort ténor, c'est qu'il y a un timbre particulier, très riche, parce qu'il y a un matériel très important qui est à travailler, donc il y a un timbre très particulier, c'est pas, si vous voulez, c'est pas le timbre du ténor léger, comme ça, qui est tellement léger que ça fait pas très ancré dans la terre, si vous voulez, en quelque sorte. Hein. Quelque chose qui s'ancre bien dans, je sais pas où, dans le corps, enfin, quelque part, hein. Riche en harmonique. Hein, ceux qui connaissent un peu, faut écouter. Enfin, Corelli, c'est pas ça quand même. Corelli, c'est entre les deux. Hein. Bon. Eh bien, quel rapport peut-il y avoir entre l'apparition de cette voix qui suit, pour moi c'est quelque chose d'important, cette dimension-là, qui suit l'apparition du cri de Don Juan dans l'histoire de l'opéra, avec Mozart, c'est pas n'importe qui Mozart. Hein. Évidemment, habituellement, c'est pas du tout dit comme je le dis. Ça, c'est mon interprétation. Hein. Quel rapport y a-t-il entre cette voix qui suit le cri de Don Juan et la dimension de l'inconscient? Pour autant que, pour que cette voix apparaisse, cette dimension du 3, qui nécessite le 4, qu'est-ce qu'on fait quand on fait des vocalises pour apprendre? On est dans cette dimension du 4, évidemment. Hein. De même, quand on parle, pour faire apparaître quelque chose qui est ce qu'on appelle le signifiant, hein, qui n'est pas le sens du tout, on est dans cette dimension de la nomination du 4. Et c'est ça qui est attendu d'une analyse. Voilà, je vais m'arrêter là pour ce soir.